Il a montré les biscottos, 1,2 million, je monte sur la balance. T'as quoi à dire, frère? Tout nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a grandi avec des influenceurs, Nongolo et Richie. Les influenceurs, c'est en train de s'essouffler. Ça va ramener des personnes sur 2 jours, 3 jours, et après, ça y est, ça s'essouffle. Franchiseur, il t'apporte quoi, mis à part te prendre de l'argent? Pour répondre à la question de qui dort le mieux sur ses 2 oreilles, quand j'ai des franchisés qui habitent plus en France, je pense que la question elle est vite répondue. Limite, ce qui devait être la success story de l'indépendant se retrouve finalement dans un cauchemar en cuisine. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être assistées. Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour ce podcast. Un podcast un peu différent de ceux que j'ai l'habitude d'organiser. Je m'appelle Mokhtar Farhat, je suis passionné d'entrepreneuriat et surtout de la food. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la restauration et c'est pour ça que j'ai invité des amis ici pour nous en parler. On va tous au salon de la street food, on connaît un peu les enjeux, on en connaît la réalité, mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais pour être franchiseur? Est-ce que j'y vais pour être franchisé? Est-ce que vous voudrez mieux pas que je reste en indépendant? Est-ce que je ne gagnerais pas plus ma vie finalement à lancer un restaurant tout seul? Ouais, mais dans le Covid, tu étais bien content qu'il y avait une chaîne qui était derrière toi, qui travaillait aussi à éclairer un petit peu ton marketing et à un petit peu t'épauler. Ce sont toutes ces questions aujourd'hui sur lesquelles on va essayer de répondre et j'ai 2 invités de choix. Donc, ça va être franchiseur versus indépendant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis de Chicken Street. Bienvenue Yanis. Merci. Moi, pour me présenter rapidement, c'est Yanis. Je suis responsable du développement pour la franchise Chicken Street depuis maintenant presque 3 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Super, merci Yanis. De l'autre côté, j'ai Fatih. Fatih, ta tête me dit quelque chose. T'es indépendant, mais un indépendant que j'ai déjà vu quelque part. Hein. Ah, je fais un petit peu de bruit en ce moment sur les réseaux. Tu diriges un food court qui est à Nanterre, le célèbre food court de Nanterre, aujourd'hui que tu exploites en direct. Mais je crois que tu as déjà été franchisé de quelqu'un que l'on connaît beaucoup sur les réseaux, c'est ça? Ouais. Je suis un ancien franchisé Nabab. Donc j'ai été franchisé pendant à peu près 1 an, de 2016 à 2017. Et du coup, depuis, je suis en indépendant, heureusement. Donc, on a un repenti qui est sorti du monde de la franchise. Et tu fais l'actualité, tu nous en parleras sur un sujet aussi, parce que toi, les franchiseurs qui jouent pas leur rôle, toi, tu les lâches pas. Ouais, surtout lui. On en parlera. Allez, super. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce podcast indépendant versus franchiseur. Toi qui es restaurateur, qui te pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va parler en français LV1, pas de langue de bois, la réalité. Et on va sans plus tarder dans ce ring de boxe. Ça sera sous forme de ronde. Vous allez le voir, ce sera 10 questions que l'on aura. Vous aurez chacun à répondre à un sujet commun. Est-ce que finalement, et on verra après, nos spectateurs pourront même voter pour savoir quel est celui qui les a le plus convaincus. Est-ce que les gars, vous êtes prêts là? C'est bon pour vous? Allez, on est parti. Donc, la première question, on se pose toujours la question, je vais lancer mon restaurant, c'est sur l'investissement. Est-ce qu'un restaurant que tu lances, 100 mètres carrés, dans le domaine de la street food moderne, je ne te parle pas juste d'un crousti poulet à 40 000 €, mais un restaurant avec une vraie carte, avec des vraies machines, pas des machines finalement du bon coin, mais avec des travaux que tu n'as pas fait avec ton cousin, mais avec une vraie boîte. Finalement, l'investissement, combien ça coûte quand on est restaurateur indépendant et quand on est franchiseur? Allez, parole à toi Yanis. Aujourd'hui, nous, sur nos restaurants, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une superficie. Toi, c'est Chicken Street. Exactement, ouais. Tu peux présenter rapidement le concept en 2 mots? Chicken Street, aujourd'hui, on est leader sur le cheese naan et le poulet frit, donc avec plus de 100 restaurants en France et à l'international, et une projection à 300 restaurants pour d'ici à quelques années. C'est que des franchisés ou vous avez aussi des points de vente en indépendant? Non, on a pas mal de succursales et je pense d'ailleurs qu'on est une des franchises avec le plus de succursales, ce qui prouve aussi qu'on croit en notre concept et qu'on continue à investir dans notre marque. Et je pense que c'est aussi gage de qualité. Allez, on y va pour la réponse à la fameuse question. Combien ça coûte, Yanis? Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une superficie minimale à respecter, puisqu'à aujourd'hui, on veut se développer et on sait qu'il y a un minimum de places assises à respecter, donc forcément un minimum d'investissement qui va être requis. Donc là où peut-être quelqu'un en indépendant va pouvoir s'installer sur des surfaces qui sont peut-être pas
adapté à notre concept à nous. Donc pour l'investissement, nous, ça va aller sur un 100 mètres carrés aux alentours de 250 à 300 000 euros, puisque pour répartir rapidement, on va être sur 150 000 d'aménagement, donc sur toutes les fournitures, cuisine, mobilier, etc. À peu près 100 000 euros on va dire, de travaux, mais ça, encore une fois, c'est au global, puisqu'on laisse le choix aux franchisés de passer par l'entreprise de leur choix pour ce qui est des travaux. Et après, on peut mettre 50 000 euros de frais annexes en droit d'entrée, formation et architecte. On ne pourrait pas parler, on ne serait pas honnête, de dire combien ça coûte si on ne dit pas combien ça rapporte, parce qu'effectivement, ça peut être des sommes plus grandes dans le domaine de la franchise. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le business, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des données sur l'ensemble des franchisés que vous avez? Au bout de combien de temps ces fameux 250 000 euros d'investissement, moi, je les récupère en fait? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'entre 2 ans et demi et 3 ans, la plupart des franchisés, donc c'est une moyenne encore une fois, ont un retour sur investissement. Pour parler du chiffre d'affaires, aujourd'hui, par boutique, on est aux alentours d'1,2 million par boutique, puisqu'on a fini l'année 2024 avec un total consolidé à 93 millions de chiffres sur une 70 ou 73 boutiques peut-être à la fin de l'année. Donc ça fait à peu près ça en moyenne. Et donc forcément, si on maîtrise bien la masse salariale et tout ce qui est food cost, etc., il y a quand même moyen de dégager de belles sommes à la fin du mois. Petit frère, t'as vu, il a parlé langue française LV1, il a montré les biscottos, 1,2 million, je monte sur la balance, au bout de 2 ans et demi, je me refais. T'as quoi à dire, frère? Après, déjà, ça va varier d'un franchiseur à l'autre. Présente-toi peut-être, Fatih. Rappelle-nous, toi, tu es à Nanterre, place de la Boule. Ouais, je suis à Nanterre, moi. Ouais, ça va, l'emplacement, il est sympa aussi. Ouais, on est sur un bon emplacement. C'est un indépendant, mais pas... Un indépendant avec miskin, un bon emplacement. Avec un bon emplacement. Ouais, voilà. Alors, vas-y. Non, on est bien placé, donc on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Après, niveau investissement, nous, en tant qu'indépendants, même si on a investi en tant que franchisé, mais bon, on en reparlera dans un autre podcast. Mais après, nous, c'est en constante évolution. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme on est indépendant, on va adapter notre carte, on va changer les machines, on va investir tout le temps, pouvoir adapter. C'est quoi ton format, toi? C'est quoi? Un 300 mètres carrés, c'est quoi? Je suis à 330 mètres carrés. Ok, 330 mètres carrés. Voilà, j'ai une partie sandwicherie, on fait aussi du cheese naan, d'ailleurs, il faut qu'ils viennent goûter. Et t'as pris au défi, frère. Et j'ai une partie brasserie, donc avec une cuisine qui est un peu plus imposante. Rond-point de la Boule, place de la Boule. Ouais. À côté de l'ancien Sésame, non, là-bas? Exactement. Ok. Il y a quand même du flux, hein. Ouais, il y a du flux, ouais. Et l'emplacement, il n'est pas donné. Ben, l'emplacement, il n'est pas donné. Après, il y a un petit souci, c'est pour se garer. Ah ouais. Voilà. Mais sinon, au niveau loyer, c'est assez correct. Investissement global, vous êtes à combien chez vous? Alors nous, investissement global, je vais te prendre sur 2 ans parce qu'on a modifié au bout d'1 an et demi un petit peu la cuisine, mais ouais, on était sur du 400 000 euros à peu près. Ok. Pour la surface, c'est pas mal. Et quelqu'un qui a investi en indépendant, ce budget-là, au bout de combien de temps il récupère un petit peu ses petits, ce qu'on appelle le retour sur investissement? Bah, après, ça va dépendre du concept. Après, en règle générale, quand on gère bien sa boutique, on est sur du 20% de marge nette. On la gère très très bien. Sinon, on est plus aux alentours entre 10 et 15%. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes débuts? Parce que même si tu as eu un épisode, je dirais, de franchisé, un indépendant, il ne connaît pas vraiment le game de l'entrepreneur dans la food. Parce qu'il peut être restaurateur pour certains, travailler en fait dans la restauration. Mais tu as vu, pour sortir le 20%, il faut le piloter, le truc. Tu as vu, il faut faire attention à ta masse salariale, il faut faire attention à tes achats. Est-ce que toi, je dirais, pour avoir ce retour sur investissement raisonnable, qui peut être pour de 3 à 4 ans pour un indépendant, il faut quand même être aguerri, savoir piloter. Il faut être aguerri ou alors il faut être bien entouré. Quand tu dis bien entouré, c'est quoi? C'est un team, un staff il faut connaître des gens qui sont dans la food. Moi, je sais qu'à l'époque, on a été beaucoup aidé par une enseigne qui s'appelle Halftime. Je ne sais pas si tu as connu. C'était très bon. Donc voilà, c'était un ami, il nous a énormément aidé. Et c'est vrai que si tu ne connais pas, en tant qu'indépendant, ça peut être compliqué. Donc tu vas gérer le service. Tu vas aller moins vite qu'avec une franchise. Par contre, tu vas aller plus loin. Ok. Donc on peut dire qu'un chien indépendant, allez, tu peux avoir un retour en investissement 3-4 ans? Ouais, on va dire plutôt 3 ans. 3 ans?
Et il est au taquet, le frère. Hein. Mm. Il est juste derrière toi. Ouais. Yanis, je crois qu'il va falloir que tu sortes pour la prochaine question quelque chose. Hein. Et je crois que c'est ta zone de génie. Mm. Je sais pas, on va voir. Marketing et communication, c'est Chicken Street. Presque. Attends, tranquille. Te déconfle Non, pas, ouais, frérot. Allez, round 2, on y va. La com et le marketing. On connaît un petit peu cette enseigne avec ce code couleur qui a fait parler de lui ces 4 dernières années et qui fait Ouais. encore parler de lui. Vaut mieux être franchiseur ou franchisé, ou indépendant dans le domaine de la com et du marketing, de l'influence et de la notoriété. Je t'en prie, Yanis. Bah, forcément, en termes d'impact, on va pouvoir aller chercher des budgets qui sont beaucoup plus importants que quelqu'un d'indépendant. Forcément, on a des franchisés qui nous payent des royalties avec un pourcentage de communication compris dedans. Donc, si on est une enseigne et qu'on gère bien justement ça, on peut aller chercher de beaux budgets sur de la communication en national, chercher plutôt des gros partenariats avec des gros influenceurs, etc. Mettre pas mal le paquet en termes de com, mais surtout, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a grandi avec des influenceurs, donc Golo et Richie, qui font partie de la maison depuis le début. On a vraiment grandi ensemble. Je pense qu'on s'est fait connaître en même temps qu'eux ont grandi et on est montés tous ensemble. On a eu également aussi la chance d'arriver à un moment où on était chez l'agence de com qui avait un plus gros... qui était en plein essor en tout cas à ce moment-là, avec Diallo qui est aujourd'hui maître, on va dire, des réseaux sociaux en France et sur l'influence. Donc on a grandi avec tout ça. Je pense que ça, ce sont des choses qui sont compliquées à atteindre quand on est en indépendant, puisque forcément, ces prestations-là ont des prérequis. Ils ne vont pas aller se mettre avec un indépendant voilà, s'il n'y a pas quelque chose à aller chercher au niveau national ou en tout cas sur des gros budgets. Donc forcément, je pense que de ce côté-là, en tout cas en termes de retentissement, de force de frappe et de ce qu'on peut aller chercher avec le genre de budget qu'on a quand on a une 70aine de franchisés qui nous payent des royalties, forcément, je pense que l'indépendant, il n'a pas la même force de frappe. Maintenant, voilà. T'as vu le c'est mon frérot? avis. T'es comme il a montré ses pecs. Il est incroyable. Attends, on n'a pas fini. Mais t'as vu, nous, la com, c'est bien. La notoriété de l'enseigne, c'est bien. Mais est-ce que ça se traduit au niveau du chiffre d'affaires de tes franchisés? Parce que parfois, on nous dit, on est plus en train de capitaliser pour faire le beau papier cadeau, pour le soldat ou de vendre un fonds, que me permettre de faire mon chiffre du samedi ou le jeudi, c'est battu. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne recette, c'est avoir un bon franchiseur qui investit en conséquence de ce qu'il reçoit avec les royalties de ses franchisés, mais aussi d'avoir des franchisés qui, eux, vont faire le job de faire la com en local. Puisque forcément, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on investit et on fait le job au niveau national, il faut aussi qu'on puisse compter sur des franchisés qui sont derrière leur boutique, qui ont envie de faire avancer les choses et qui vont faire des plans d'action en local. Par exemple, pour te donner un exemple, moi, l'abri de bus à Rouen, je ne vais pas aller le faire moi en tant que franchiseur. Par contre, il faut que mon franchisé il puisse y aller et ce qui fait qu'on va monter en puissance tous les deux. Et forcément, à ce moment-là, et nous, on le ressent quand on fait des grosses opérations, etc., immédiatement, tu as un retour sur investissement. Et quand tu regardes comment on a grandi, que ce soit avec Golo et Richie, à chaque fois qu'eux étaient sur un bon axe, un bon moment et qu'ils faisaient parler d'eux, bah forcément, les chiffres, ils allaient avec. Top. Petit, toi, tu es indépendant. La com, le marketing, l'influence, bah, c'est toi qui dois tout piloter. Et une agence de com, parfois partenaire. Est-ce que tu trouves le temps, l'énergie et les finances, toi, pour te dire, vas-y, OK, ça doit correspondre à, je sais pas moi, 5% de mon budget, ou tu le fais pas du tout? Non, je ne fais comment, jamais toi? sur 5% de mon Ouais. budget dans la com parce que moi, je suis indépendant. Donc, Ok. moi, ma com, ça va rester au niveau local. Ok. Je fais partie des personnes qui pensent que la meilleure com, ça reste mon assiette. OK. Voilà. Le but, c'est que tu viennes manger chez moi, que tu en parles à 4-5 personnes et ainsi de suite. Mais frère, C'est comme reprendre ça la qu'on boule, s'est en fait. même temps, on est tous obligés de Moi- passer devant chez toi. Voilà, Eh, déjà. frère, t'as Après, vu, si j'ai un emplacement de bis, c'est pas pareil non, que... bien sûr. Après, ce qu'il faut savoir, Arrête de te la raconter, ça, c'est hein. mon avis. Moi, mon avis, c'est que la plupart des franchiseurs qui font une certaine com, c'est surtout pour attirer des franchisés. Ouais. Comme il l'a dit Yanis, même le franchisé doit faire une com d'indépendant à côté, Ouais. au niveau local. C'est-à-dire Ça, qu'il a une beaucoup de responsabilité futurs locale. franchisés ne le savent pas. Ok. Ils pensent que voilà, c'est le franchiseur qui s'occupe de tout, alors que c'est faux. Donc tu dois continuer à faire ta com. Et aussi, Comme un influenceur que t'appelles, tu n'as même pas cette pratique, toi? Bon, vas-y, Moi, mais quand même, y a frère, tu pas de- représentes Non, parce que tu les sais- indépendants. Eux, ils Non, l'utilisent parce quand que même, tu moi, vois.
Les influenceurs sont en train de s'essouffler. Ah ouais? Il y a une saturation, ça devient du n'importe quoi. Et surtout, ce n'est pas des influenceurs qui sont spécialisés dans la food. Il y a beaucoup aujourd'hui de concepts qui sont éphémères, pas très bons non plus. Et du coup, tu peux ramener tous les influenceurs. Ouais, ça va ramener des personnes sur 2 jours, 3 jours. Et après, ça y est, ça s'essouffle. Bon, ok, d'accord, mais quand même, je vois bien quand même qu'il y a de l'influence quand tu fais une ouverture avec, je sais pas moi, des mastodons de la com. Ça te permet déjà de faire venir les gens. On connaît dans le game de la restauration, c'est je fais venir et le plat fait revenir. Mais il faut bien qu'ils viennent au départ. Ouais, le jour de l'ouverture. Lâche un peu de genre, frère. 5%, je ne l'aimais pas. Après, je te dis ça parce que c'est des choses que j'ai vues. Il y a énormément de monde le jour de l'ouverture. Ouais. L'influenceur, les gens vont venir pour lui. Ouais. Je reviens 48 heures après, ça y est, c'est terminé. C'était Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est. Parce qu'il était gratuit. Après, ça dépend des concepts. Mais si c'est un concept qui existe déjà à 2 km, les gens, ils n'ont pas besoin. Ils vont venir pour l'influenceur, c'est tout. Ok. Donc, moi, c'est pas ça que. Mais tu dis pas que tu es plus protégé en termes de com avec un réseau de franchise où tu n'as pas de souci ou de prendre la tête sur ça, où tu te dis, il y a quand même un point pour eux là, non? Même pas. Mais pour moi, la com au niveau national, c'est bien pour l'enseigne, c'est bien pour attirer des franchisés, c'est bien pour faire connaître le nom, mais après, c'est aux franchisés de tout faire derrière pour avoir son chiffre d'affaires. Frère, ça garantit rien du tout. Il est trop dur en affaires, le gosse. Il est trop dur en affaires. Il a la mauvaise expérience qui va avec. Cela ne nous regarde pas, ça fera l'objet d'un autre podcast où on connaîtra les coulisses. Si ça te dérange pas, je veux bien rajouter un point. Mais attends, frère, t'as serré les pecs sur ce parce point qu'il y a 2. un J'ai point grave des points, tu vois, vas-y, il y a un point important sur ce qu'il a dit, c'est que l'ouverture, nous, on fait. Tu laisses revenir ou... Ouais, pas de souci. Nous, il y a un point important, c'est vrai que ce qu'il a dit par rapport à l'ouverture. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on laisse le restaurant ouvrir 3 semaines, 1 mois, etc. pour que les équipes puissent être opérationnelles et surtout pas ce qu'on appelle la phase de rodage. Voilà, exactement, pas l'abonder et qu'il puisse être sérieux dans son temps de préparation, etc. Et nous, on revient 1 mois et demi après, avec l'inauguration, justement avec Golo et Ricci, en faisant 200 menus offerts. C'est toujours Golo et Ricci qui font les inaugurations. C'est toujours Golo et Ricci sur les inaugurations. Okay. Et on a parfois par exemple, on a fait une inauguration quand on est passé sur M6 avec NASA. Donc là, on a fait une petite innovation. Pareil, là, récemment, la semaine dernière, on a fait une inauguration à Marseille, à Plombières. On a ramené la voiture de taxi. On a toujours des petites choses qu'on met en place. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on le voit, nous, quand le restaurant il ouvre, il y a parfois, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses, donc ça veut dire qu'il y a des restaurants qui ont ouvert et qui n'ont pas fait leur inauguration et qui sont revenus sur leur décision après en faisant une inauguration. Et là, par contre, dans les mois qui ont suivi, on a vu un vrai impact sur le chiffre d'affaires. Et t'as vu, il n'a pas bronché, il n'est pas trop convaincu de ton histoire. Non, en tout cas, après... les gens jugeront, mais lui, t'as vu, il reste ferme sur ses bases, etc. Non, mais après, moi, je te parle en règle générale. T'es malin, c'est une bonne franchise. Ils ont bonne réputation. Les CA qui sont bons, les franchisés, ils sont encore dans le bateau. Ils ont bonne réputation, je les ai vus en Algérie il n'y a pas longtemps en plus. Mais où tout le monde quitte le navire, là, t'aurais été plus... Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a trop. Il y a une saturation de la franchise aujourd'hui. Il y a trop de gens qui développent des concepts et qui se franchisent au bout d'une boutique. Tous ne resteront pas. C'est-à-dire, il y a celles qui sont se professionnaliser qui resteront parce que si tu as des mastodons de la franchise qui ont des organisations, qui ont fait leurs preuves depuis une 50aine d'années, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme des enseignes comme Burger King, McDo, c'est toutes ces enseignes-là, en fait, elles tendent à se professionnaliser. Une tête de réseau bien faite, une organisation, l'argent qui est mis dans les compétences, je pense que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le marché, il s'est emballé avec l'effet Otakos, ça a créé des volontés de fous. Maintenant, c'est en train de s'essouffler, de se restabiliser. Allez, on continue sur cette partie. Ça va, t'es chaud, c'est bon? C'est bon, toi aussi? Round numéro 3. On y va maintenant. Je crois qu'il va y avoir un truc. L'accompagnement. Le manuel opératoire. 90% des restaurateurs que je vois, t'as une fiche technique? Frère, tu m'en demandes trop. Je connais la recette, mais la fiche technique, Food Cost, tu connais? Ça va aller, tu mets un peu, etc. Parlons-en maintenant. Manuel opératoire, les procédés de fabrication, le transfert de un mec il part pas avec le savoir-faire. Non, bien sûr. Vas-y, arrête, bof l'empaf, s'il te plaît. On va parler tranquillement. Yanis, c'est comment sur la partie accompagnement chez Chicken Street? Aujourd'hui, nous, sur l'accompagnement, on a donc une formation qui dure entre 4 et 6 semaines. Donc ça, c'est pour les employés et pour le franchisé.
Il y a une formation donc théorique, donc il vient au siège. On le forme en tant que chef d'entreprise, etc. Puisque souvent on a des primo-franchisés qui ne sont pas déjà entrepreneurs et donc il y a pas mal de choses à voir avec eux. Ensuite, nous, selon le temps qu'ils ont à y consacrer aussi, même si on leur oblige à faire au moins 2 semaines en boutique pour vraiment qu'ils s'imprègnent des choses et qu'ils puissent voilà, gérer par rapport à leurs employés, parce que demain, de ne pas savoir le faire, je ne peux pas dire à quelqu'un de le faire. Donc ça, nous, on y attache beaucoup d'importance. On a aussi un organisme de formation qui se rémunère avec Pôle emploi, donc il ne va pas être une charge supplémentaire pour le franchisé, qui lui va venir accompagner justement sur le recrutement, sur toutes ces choses-là. Donc sur ce côté-là, nous, on accompagne vraiment. Et on a un dispositif aussi sur l'ouverture. Donc en fait, on va venir dans le restaurant, on va mobiliser nos animateurs réseau, donc ils sont en charge du contrôle et de la qualité dans la vie quotidienne de la franchise, qui vont venir le jour de l'ouverture. Donc que ce soit, imaginons tu ouvres le mercredi, ils vont venir de lundi jusqu'à samedi pour s'assurer que tu es prêt à ouvrir déjà dans un premier temps. Ils vont aussi t'accompagner sur ton ouverture, donc ils vont être présents, ils se retrouvent même parfois et très souvent en cuisine. Donc on y attache beaucoup d'importance parce qu'on a vu, et je pense qu'on bénéficie aussi de l'expérience de plusieurs autres franchises qui ont pu un petit peu délaisser ça, et on en voit vraiment les retombées sur le long terme, puisque si le goût il est pas là, surtout nous sur notre produit, aujourd'hui si tu fais pas le double enfarinage, s'il y a vraiment des dosages ou des process que tu zappes, ça impacte immédiatement le goût et forcément tu vas pas tenir ta qualité sur le long terme. Et tout de suite, le chiffre d'affaires va en prendre un coup. Il est bon. Il est bon, mais en fait, on lui travaillé, il a bien travaillé, le mec. Il l'aurait fait réviser, ça fait 3 jours. Il est là, ils l'ont dit, vas-y, Anis, il faut que tu représentes. Mais Anis, t'as vu, on va pas se mentir. Tout ça, c'est vrai, au début, au lancement. Mais une fois que tu as appris ce savoir-faire, une fois, finalement, je dirais que tu as compris les process, que tu les as intégrés, que tu sais faire vivre ton restaurant, franchiseur, il t'apporte quoi, mis à part te prendre de l'argent? Justement, comme je l'ai mentionné, tu as les animateurs réseau qui vont venir et il faut vraiment nous, on essaye de changer ça en tout cas en interne. Il ne faut pas les voir comme des policiers ou des contrôleurs. Ils sont là vraiment pour venir faire le point avec toi, regarder ce qui ne va pas. Certes, il y a des choses sur lesquelles on peut réprimander tout simplement parce que c'est de la logique. Tu es venu nous voir en venant demander la franchise. Nous, on t'a dit que ça allait se passer comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne transigerait pas. Forcément, il faut que tu t'y tiennes. Mais il faut vraiment qu'on arrête de voir les animateurs réseau comme des contrôleurs. Nous, on essaye vraiment de mettre en place des plans d'action. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, etc., l'animateur réseau, il est aussi là pour faire un point sur la com, faire un point sur le restaurant lui-même, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait. Et ça, c'est vraiment un réel accompagnement. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce que aujourd'hui la marque va apporter sur le long terme, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un choix de prendre la bonne marque et sur le bon créneau. Et aujourd'hui, c'est ce qui va quand même tenir ton chiffre d'affaires, ce qui va faire que tu vas avoir une bonne com et pouvoir avoir accès à tout un tas d'opportunités que peut-être tu n'auras pas en indépendant. Et encore une fois, avoir ce suivi et cette rigueur et avoir quelqu'un qui va être après toi, parce qu'on le sait, le quotidien d'un entrepreneur, c'est compliqué. Donc, il va bien falloir que quelqu'un soit avec toi, main dans la main, pour que tu puisses avancer et tenir le coup, parce qu'on sait que c'est dur. Il va nous réussir à nous convaincre, le gosse. Mais heureusement que tu es là, heureusement que tu es là. L'accompagnement, un indépendant, ça apprend sur le terrain. Parfois, il n'était pas forcément restaurateur, il commence à s'initier, comprendre la cuisine, comprendre le service. Et parfois, cet apprentissage, il fait 6 mois, 1 an avant de trouver les bons curseurs. En franchise, normalement, ce qu'on appelle les ratios de gestion. Parce que vendre une franchise, ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est des ratios. La masse salariale, cette config, ça sera 23%. L'AMP, la matière première, ça sera 33% ou 32%. Par contre, en indépendant, tu apprends tout ça, tu apprends à conduire. Et combien d'heures il faut avant d'arriver à stabiliser? Ce qu'on dit généralement que les ratios, tu arrives à les mettre 6 mois avec une franchise, des fois c'est 18 mois en indépendant. À ton avis? C'est un peu plus long. Après, je ne remets pas sa parole en doute, mais entre ce qu'annoncent les franchiseurs et la réalité après. Il y a un truc qui s'appelle Allahu Alam. Voilà, exactement. Je crois qu'il y a ça, c'est-à-dire une pour l'avoir vécu, moi j'étais formé pendant une heure. Est-ce que dans le DIP, il y a écrit Inch'Allah? Non, il devrait le mettre. Il devrait le mettre. Allahu Alam et Inch'Allah. C'est 2 éléments fondamentaux. Prière de consultation avant le DIP et tout. Voilà, c'est ça, c'est dans les 21 jours, c'est ça. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas mis dans la checklist, mais chez nous, ils devraient le mettre, c'est ça? Ils devraient le mettre, bah oui. Vas-y, Fatih. Alors, c'est comment? Non, c'est vrai
vrai Tu que moi, crois que- moi j'étais formé pendant 1 heure. Ouais, Donc moi, quand j'ai ouvert le restaurant, les food costs, tout ça, j'y connaissais rien du tout. ok. Ok. 1 heure? Hmm. C'est quelle formation t'as eu? Ouais, je suis arrivé dans une boutique à Lille, Ouais. 1 heure, il y avait un gars, il m'a dit ouais, bah écoute, tu fais comme ça, et ça y est, c'est terminé. Et Et tu mets 100 t'inquiète. il m'a dit tu mets 100 grammes de kebab dedans, et l'histoire, j'ai dit mais jamais de la vie, je vais mettre 100 grammes de kebab, c'est impossible. Donc voilà, j'ai compris qu'il fallait être autonome, en tout cas avec cette franchise. Après, ce Ok. qu'il faut savoir, c'est que de base, si tu cherches une autonomie, tu ne vas pas vers un franchiseur. Ok. Ça sert à rien du tout. Sinon, tu vas être déçu, tu vas avoir des problèmes avec le franchiseur parce que tu vas vouloir faire un petit peu comme tu veux. Mais c'est rassurant contre- quand même, t'as vu, le premier contre- service, la première semaine, le premier mois, quasiment même les premiers 6 mois, d'avoir en fait, là où tu dois arriver, hein, une sorte de guide Ikea, normalement ça devrait être ça en fait. Tu vois, Mhm. même si aujourd'hui, pour certains, sont défaillants, il y en a qui le font bien tout de même, non? Pour beaucoup, ouais. Ouais. Mais au final, est-ce que c'est le début où on t'apprend? Parce que j'ai l'impression, il y a de l'information avec un document qui est Mhm. donné, mais est-ce qu'il y a peut-être parfois aussi, quand tu es un indépendant, toi, Mhm. tu as mis combien de temps pour pouvoir piloter le food court de Nanterre? J'ai mis 2 ans. Ah, tu vois. Alors, j'ai mis 2 ans. Par contre, au bout de 2 ans, je pouvais piloter n'importe quel restaurant. Alors que le franchisé, il va apprendre à piloter ce concept-là. Oh, ok. Il va Ok. connaître ce concept. Ok. Demain, s'il doit changer ou il doit faire autre chose, il pourra s'adapter, mais ça va être difficile. Quand tu dis 2 ans, c'est pour avoir la bonne compréhension de Gérer la ton- masse salariale, gérer les food costs, gérer tout. Ok, ok. Mm. C'est-à-dire que pour rentrer... Adapter les menus, ne serait-ce que changer la disposition des éléments dans la cuisine pour que ce soit plus adapté, pour enlever un salarié, voilà. Mais tu as le temps de ça? Bah, au début, non, c'est pour ça qu'il faut Ouais, 2 ans. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'au début, tu C'est subis pas un un petit problème peu. de compétence, c'est un problème de temps. Donc au début, tu dois travailler beaucoup et t'as pas le temps, tu as la tête dans le guidon, t'as pas le recul nécessaire pour voir les problèmes, les trucs qu'il y a à gérer en fait. Ok, ok. Mm. Et avec l'expérience, quelque chose où tu as stabilisé, tu as beaucoup plus de temps et de recul pour travailler sur ton marketing, ta stratégie, Exactement. ton optimisation, Mm. l'amélioration. Mm. Tu commences à avoir et moins subir, en fait. Tu vois, même ton équipe, elle est stabilisée, elle maîtrise plus ou moins la carte, tu as tes timings Ouais. que tu découvres plus. Mm. Donc, il y a bien cette barrière, en fait, et de différence, je dirais, des 2 ans. Après, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément, mais aujourd'hui, tu peux être indépendant et si tu veux aller plus vite, tu prends un consultant. Ça va te coûter moins cher qu'un franchiseur. Tu n'as pas de droit d'entrée à payer et le gars, il peut te former sur pas mal de choses. Ok, C'est ok. quelque chose qui marche très bien aujourd'hui et si tu n'as pas envie de te cloisonner dans un concept, tu peux prendre un consultant. Quoi qu'il en soit, apprendre le métier de la restauration, qui est un métier très difficile, qui nécessite beaucoup de connaissances et de compétences plurielles, gérer des humains, gérer l'achat, gérer le client, il reste commerçant. Tout ça, ça ne s'invente pas. Soit ça s'apprend sur le tas, soit on peut être accompagné par un franchiseur. Bon, sur ces éléments-là, les amis, je vous laisserai choisir, mais les 2 arguments me semblent assez intéressants. J'ai encore un point, c'est le développement. On lance le réseau, enfin, on lance le concept en franchise ou en indépendant. On fait les 3 premières années. Là, en fait, il nous arrive en fait la suite. En fait, j'ai l'impression qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle la bascule entre ce que ça peut me rapporter et ce que ça me coûte. Beaucoup, en fait, ont de plus en plus, et je les entends parfois au bout de 3 ans et demi, se dire est-ce que c'est encore pertinent de rester dans ce réseau-là? Est-ce que ça m'apporte plus? J'ai une question à te poser. Est-ce que toi, chez toi, tu as beaucoup de multi-franchisés, qui est un signe de l'intérêt d'un franchisé de rempiler ou de Ouais, bien re-signer? sûr. Donc, Alors, c'est quelque chose qu'on a la chance de pas mal avoir dans le sens où aujourd'hui, je crois que les plus gros franchisés qu'on ait, c'est dans la région lyonnaise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient venus nous voir à la base pour une master, mais que sur un département. Donc, ils nous ont pris tout le 69. Aujourd'hui, ils viennent d'inaugurer le week-end dernier leur 8e boutique. ok. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bon signe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très révélateur sur un réseau. C'est-à-dire que forcément, plus on a de multifranchisés, plus la marque est attractive. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye beaucoup de le mettre en avant. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui nous ont fait confiance sur plusieurs boutiques. Il faut aussi savoir que forcément, c'est lié à leur retour sur investissement, puisque si à aujourd'hui, tu mets 4-5 ans pour te rentabiliser de la première boutique,
Et évidemment, tu vas pas pouvoir en faire 8. Donc, si tu calcules pour qu'ils en aient fait 8, c'est qu'ils se sont rentabilisés plutôt rapidement. Donc ça, c'est un bon exemple. On en a également sur plusieurs autres grosses régions, parce qu'après, dans le développement, la problématique que tu vas avoir, c'est d'avoir des villes et des tailles de villes assez importantes pour que la personne puisse en faire plusieurs. Forcément, il y a des plus petites villes où c'est plus compliqué de se développer. Donc sur ce côté-là, nous, on a vraiment, je pense, la chance de pouvoir accompagner là-dessus. Et aujourd'hui, sur le développement, on va dire la construction d'un franchisé, lui, aujourd'hui, je pense que pour prendre une franchise, ça facilite les process. Il va pouvoir plus facilement déléguer. On a pas mal de franchisés qui mettent aussi des responsables ou des directeurs de site en place, qui se structurent un peu comme des grandes franchises, que ce soit, voilà, on va pas les citer, etc., mais qui ont ce mode de structuration. Et je pense que la franchise t'apporte aussi ça. Je dis pas que c'est impossible en indépendant, mais tu vas en fait devoir te concentrer sur un autre job qui est de staffer, qui est de déléguer. Et quand c'est ton affaire, quand tu as tout fait de A à Z, quand tu as fait les recettes, pour moi, je pense que c'est plus compliqué à ce moment-là, partir sur délaisser tout ça et pour aller faire autre chose. Donc, c'est ça aussi que va t'apporter la franchise. Et on le voit, on a également aussi des multi-franchisés, donc qui sont franchisés chez nous et dans d'autres marques. Et je pense que c'est aussi encore une fois une preuve que la franchise t'apporte ses facilités de process et ses facilités à déléguer l'affaire quand tu commences à grandir. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de multi-franchisés. Top. Vos contrats, c'est combien de temps, vous? 7 ans. C'est le HEBS ou c'est vécu comment pour... Écoute, je pense que de toutes les franchises qui est dans le halal ou pas aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment ou en tout cas on fait partie des plus flexibles, dans le sens où demain, voilà, nous, à la fin des 7 ans, c'est soit on continue par tacite reconduction, soit si tu veux mettre fin ou si on veut mettre fin, on doit dénoncer 6 mois à l'avance. Donc ça veut dire que si tu veux t'en aller, tu dénonces 6 mois avant la fin du contrat, tu peux t'en aller. Et c'est vraiment pas le HEBS, dans le sens où nous, à aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on a plutôt intérêt à ce que ça aille, puisqu'on connaît tous le système de la franchise. Plus le franchisé il va faire des gros chiffres, plus nous aussi on va gagner. Donc c'est complètement win-win. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a tout intérêt à pas les laisser au HEBS, tout simplement. Merci à toi. C'est comment le développement finalement en indépendant? Est-ce que pour toi, par exemple, j'ai ramené ma boutique, elle a ramené son chiffre d'affaires maximum au bout de 3, 400, 5 ans, on a un max de serre, on ne va pas doubler, on améliore à chaque fois, on va peut-être aussi se focaliser sur les achats pour optimiser la rentabilité. Mais en indépendant, c'est quoi le développement? C'est la deuxième, le troisième point de vente? Comment tu le vois, toi? Déjà, le développement, c'est au sein de ta boutique, avant de penser au deuxième, troisième point de vente déjà. Donc après, c'est différent de la franchise, c'est-à-dire que nous, on va faire évoluer la carte. Je sais que nous, par exemple, à la base, c'était vraiment le type food court avec 3 caisses différentes. On a ramené les bornes après. Donc voilà, on essaye de s'adapter petit à petit, là où la franchise, bien sûr, elle va te ramener un truc bien cadré. Donc c'est un peu différent. Après, il a raison dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit. Après, il a raison, il faut voir après sur le terrain comment c'est. Mais nous, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'on doit être autonome, on doit se débrouiller tout seul. Bien sûr, on va prendre des conseils un peu à droite, à gauche. Et au niveau des marges, d'ailleurs, il faudrait qu'il m'explique un petit peu comment ils font les franchisés aujourd'hui pour gagner de l'argent avec l'augmentation des matières premières. Mais ouais, ça passe. Le poulet. Voilà. Donc ça passe par des négociations chaque mois avec les fournisseurs. Tu dois aller chercher un petit peu à droite à gauche ce que tu trouves de moins cher. Mais quand même, ils ont un bras de fer un peu plus balèze avec eux quand ils commandent pour une volumétrie aussi forte qu'un indépendant. Ouais, mais bon, toi, t'es un peu balèze aussi. Ils ont un bras de fer, mais il y a leur marge aussi dedans. Il y a leur marge. Okay. Il a un moment de... Voilà, il a mis un petit peu... Non, mais c'est vrai. Malaisance, c'est vrai, mais les gens, ils le savent. Ouais, bien sûr, les gens, ils le savent. Il y a leur marge. Donc, du coup, entre la marge qu'a le franchiseur, l'augmentation des matières premières, l'augmentation de l'énergie, les salariés qui sont très durs à trouver, donc t'es obligé de surpayer arriver à un moment. La question était, pour toi, c'est quoi ton développement? Mais t'as vu, là, c'est des petites attaques. T'as compris? C'est rien. Ça, on va laisser ça après. Non, moi, je parle de mon développement parce que tu me parles un petit peu de... Toi, tu dis, en fait, il y a vraiment l'amélioration de tes marges, c'est ça que tu veux dire, avant d'ouvrir le deuxième point de vente, c'est
se focuser sur le premier, l'amener en fait à son Après, plein potentiel. après, ça dépend. Moi, mon concept, il est difficilement franchisable Ouais, parce qu'il y a beaucoup de faits maison. ok. Voilà. Ok, Moi, il y a ok. beaucoup de faits maison. Tu peux prendre un kebab comme tu peux prendre un tagine, comme tu peux prendre une entrecôte, un Ah ouais, burger, des ah pâtes, ouais, une salade. Il y a vraiment de tout. Donc, c'est difficilement franchisable. Bon, bah, j'ai eu plein de propositions d'ailleurs. ouais. On m'a proposé plein de fois et j'ai toujours refusé parce que je leur ai dit, je peux pas, Ouais, je vais pas assumer en ouais. fait. C'est Je vais 5 pas. restos en un en C'est des réalité. choses qu'il va falloir faire au sein même du restaurant. Je peux pas Ouais, vous livrer des choses toutes ouais, faites. c'est pas une Du coup, question de c'est labo, ouais. Donc délocalisé déjà, avec s'il une n'est pas prépa. franchisable, déjà même pour moi, pour en ouvrir un deuxième ou un troisième, c'est plus difficile. Ok, donc toi, Moi, ça c'est va être vraiment, c'est plutôt le. maintenir Mm. la boutique dans ses meilleures performances. Et après, c'est quoi le destin en fait de ces concepts-là? C'est exploiter, 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 faire sa renta et vendre? Ouais, voilà. De Ouais, toute ouais, façon, quand tu vois, tu vas ouais, prendre ouais, les gros restaurants qu'on voit, les Turcs, qui à peu près dans toute grande ville, on en a ouais, un ouais, qui ouais, cartonne. ouais. Pourtant, il cartonne depuis des années. Ça fait Ouais. 30 ans qu'ils sont là. Ils en ont pas deuxième ou La marge troisième. se Hein. fait sur la vente du fonds en Voilà. sortie, c'est ça? Mm. Ouais, ok. Bah, ça aussi, là, l'intérêt de beaucoup d'indépendants, c'est qu'ils se disent que Concentre sur ta boutique. ce que j'ai peut-être pas Mm. gagné dans les mois que j'ai, c'est la valeur ajoutée que je crée sur la différence entre le fonds, combien il m'a coûté quand je l'ai créé, et ma sortie. Exactement. Faut-il encore qu'il tienne la boutique, hein, Mm. que son chiffre d'affaires soit là, que sa rentabilité soit là, parce que effectivement, parfois, c'est des tickets. Bon, sortie Covid, c'était un petit peu la catastrophe pour certains Mm. fonds, mais c'est vrai qu'avant, on avait des fonds quand même, ils sortaient à même du 80% de chiffre d'affaires, ils Mm. sortaient. Et pour des belles boutiques, bah, je sais pas moi, typiquement, tu as lancé le fonds pour 400, tu le revends à 1 million, tu as fait Mm. une marge incroyable, tu vois. C'est vrai que Ouais, voilà, en tant que franchisé, c'est plus facile pour toi de laisser ta boutique tourner que pour un indépendant. ouais, Voilà, les process process. sont déjà faits. Ouais, En général, c'est pas non plus des fiches techniques qui sont très, très dures à réaliser. ouais. Donc, tu peux laisser ta boutique, tu mets un manager dedans et voilà. En tant qu'indépendant, c'est un peu plus difficile. Du coup, tu as besoin d'être dans ta boutique régulièrement et pour pouvoir t'adapter, changer la carte, tout ça, faire le travail. En gros, tu es ton propre franchiseur. En gros, en fait, quand tu es un entrepreneur, Mm. quand tu choisis d'être indépendant, tu peux difficilement en fait laisser Mm. la chose marcher en pilote automatique. Tu vas avoir vocation de bien le tenir, voire en fait de le vendre pour faire de ta valeur ajoutée. En franchise, tu peux te permettre peut-être de t'appuyer sur des process qui sont bien établis, une organisation et finalement une exploitation, même si parfois, et je vois beaucoup de franchisés qui délaissent, et tu le vois dans le point de vente, il n'y a pas toujours meilleur que celui Mm. qui a mis ses billets à l'intérieur. Bien sûr. Malheureusement, ce n'est pas Mm. toujours le cas, Mhm. mais on voit une gestion où tu as le commerçant restaurateur et une gestion que de l'exploitation. Les gens, ils sont là avec une fiche de paye, avec une fiche de poste qui va avec, et c'est pas forcément leur souci si ce truc-là, il n'est pas bien fait ou que la table n'est pas... Après, il y a une formule que peu de gens connaissent, que nous, on a réussi à adopter. C'est-à-dire que, comme on le sait, tu vois, la version employé qui tient, etc., forcément, c'est pas son argent. Donc, c'est pas la même implication. Il va faire ses heures, il va s'en aller. Tu peux aussi également donner 10, 15, 20% du capital à un gérant qui va passer son temps dedans et qui va justement se tuer et exploiter comme si c'était sa boutique. Ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà mis en place et qu'on a, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas forcément rencontré de problème par rapport à ça. Et ça peut être aussi une alternative. Allez, on va pour la 5e question qui va être sur... plutôt là, on a parlé, parce qu'on investit, on récupère sur le mindset de l'entrepreneur. Parfois, la franchise est vue pour certains entrepreneurs comme un peu être à l'étroit. Tu dois respecter ça, faire ta carte, on m'écoute pas, je leur dis mais les gars ça marche pas. Bon, il y en a quand même, ils savent tout. Et toi tu sais rien alors que tu en as ouvert 90. Mais quand même il est là. Mais c'est aussi parfois, est-ce que t'es franchisé, Chicken Street, qui sont des entrepreneurs, ils sont pas un peu à l'étroit dans le costume d'être uniquement franchisé Chicken Street. Ok, un peu d'argent, mais tu le sais bien, ils ont une volonté d'apporter leur pierre à l'édifice, de contribuer à. Est-ce qu'il y a quelque part finalement ce mindset de respecter les process, cette discipline, ça bride pas un petit peu, je dirais, leur âme entrepreneuriale? Bah écoute, moi si je prends l'exemple aujourd'hui par rapport à mon retour d'expérience, c'est vrai qu'il y a pas mal de franchisés, quand ils arrivent à faire plus d'une dizaine de boutiques, ils se disent bon bah écoute, je sais à peu près tout faire, peut-être que moi aussi je pourrais faire ma marque. Donc forcément si
le gars, il a une âme d'entrepreneur, etc. Il va vouloir, à un moment donné, peut-être tout faire de lui-même parce qu'il va se sentir, voilà, moi je sais faire, moi je sais faire, moi je sais faire. Donc en fait, encore une fois, ça va être au cas par cas, dans le sens où la personne demain qui connaît pas la restauration, qui va vouloir se lancer, qui alors a pas forcément les moyens pour tout lancer de lui-même, et ben là, à ce moment-là, je pense que la franchise, c'est le meilleur choix. Si maintenant le gars, il a réussi à faire 10 boutiques tout seul ou 10, 15 boutiques en tant que franchisé, bah là, je peux comprendre qu'il puisse se sentir à l'étroit. Mais en tout cas, sur ce que tu disais par rapport aux propositions qu'ils peuvent faire, etc., nous, à aujourd'hui, on n'a pas encore... et on n'est pas racheté par certains grands groupes. Donc ça veut dire que si demain, tu as un franchisé qui a une bonne idée, on reste à l'écoute et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas l'écouter. Les franchisés, il faut aussi savoir qu'ils sont sur le terrain. Ils sont là tous les jours. C'est eux qui sont au devant de la scène, on pourrait dire. Donc forcément, si demain, il y a quelqu'un qui a une idée, quelque chose qui pourrait nous apporter, on reste, je pense, des gens plutôt intelligents et on reste à l'écoute. Mais pour répondre à ta question, je pense pas qu'à un moment, il puisse se sentir à l'étroit si on le respecte et qu'on l'écoute. Maintenant, si la personne elle a vraiment pour vocation de tout faire par elle-même, et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être plutôt une question de choix et de nature. Là, à ce moment-là, une fois que tu as fait 10 boutiques, c'est sûr que tu as fait le tour, mais c'est comme tout. Quand ça y est, tu as gagné 4 fois la Coupe du Monde, tu as envie de faire autre chose. Il était lourd, frère. C'est Zidane, le gosse derrière. Bon, maintenant, en tant qu'indépendant, c'est sûr que tu as plus de latitude pour créer tout. Tu as plus de facilité à imaginer une carte. Demain, je veux la faire. Faut-il encore avoir la capacité et les moyens? Des fois, je vais dans des restaurants indépendants où, je sais pas, la liberté que je vois. Je vois, en fait, les pauvres, ils sont fermés dans une prison où ils doivent, eux, exploiter parce que finalement, on doit faire des économies sur la masse salariale pour gagner un SMIC. Et tu vois, en fait, un nivellement vers le bas. Limite, ce qui devait être la success story de l'indépendant se retrouve finalement dans un cauchemar en cuisine. Toi, c'est quoi ton avis sur le sujet l'audace, ça ouvre des portes, aller en indépendant, mais combien de murs ou est-ce que c'est fait pour tout le monde de se lancer en indépendant? Non, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense il y a des personnes qui sont faites pour être assistées. Voilà. Qui sont faits pour aller vers la franchise. Après, avec un franchiseur, ce qu'il faut savoir, c'est ils deviennent, on va dire, associés minoritaires. Parce que le franchiseur, ça reste son associé, même si on essaie de leur faire croire qu'ils sont indépendants. Et donc, c'est leur associé. Et en plus, il ne prend pas de risque. Voilà. Là, tu lui donnes une partie de ton bénéfice et il ne prend pas de risque. Après, en tant qu'indépendant, bien sûr, tu as plus de liberté, tu peux faire ce que tu veux, mais du coup, tu prends un peu plus de risques. Il ne faut pas te tromper. Là où la franchise, bien sûr, elle va t'amener des choses toutes faites qu'elle a déjà essayé ailleurs, même si c'est pas sûr que ça marche chez toi. Toi, il va falloir que tu connaisses bien ton sujet. C'est pas, tu me dis que tu vois des indépendants qui vont vers le bas. Bon, bien évidemment que ça dépend du moment. Après, les stats, elles montent. Près de 60% des restaurants ferment au bout de 3 ans pour certains parce qu'ils ne sortent pas le chiffre, pour d'autres parce que ça vivote. Parce que la restauration, c'est très dur. Et quand ça ne marche pas et que tu te retrouves dans une boutique où tu es tout seul dedans, c'est très très dur oui. Tu vois même plus, tu sais même plus ce que tu dois faire. Limite, tu es dégoûté. Tu as envie juste de... Dans la restauration, tu as deux soucis à ce niveau-là. C'est quand ta salle elle est vide ou quand tu as trop de monde. Quand tu as trop de monde, ben, tu rentres de l'argent. Et, on va dire, tu vas délaisser un peu le truc. Tu vas dire, c'est bon, ça y est, ça marche et tu vas pas faire d'efforts. Et quand c'est vide, où là, tu as le moral à zéro et c'est très compliqué. C'est les deux moments. En tant qu'indépendant, en tout cas, c'est les deux moments les plus durs. Allez, top. Merci à vous deux déjà pour les questions du round. Là, maintenant, on va aller passer sur une deuxième séquence. C'est des petites questions flash. Elles sont bêtes, ces questions, mais en même temps, c'est celles qui sont hyper importantes. Selon vous, qui dort le mieux sur ces deux oreilles, indépendant ou franchiseur? Qui est plus? Ça dépend. Celui qui a besoin de dormir avec beaucoup d'argent, c'est l'indépendant. Après, s'il veut... Après, non. Peut-être Yahlem avec l'oseille, tu vois. Non, mais je te parle pas de moi, je te parle en. Oui, si la personne représente la confédération des indépendants. Si la personne elle se dit voilà, j'ai envie de bien gagner ma vie, ça va être l'indépendant. Ouais. Celui qui veut pas penser à ce qu'il doit faire demain ou comment faire améliorer son restaurant, bah vaut mieux être franchisé.
Il est grave dur avec toi. Vas-y, Yanis, réponds-lui, frérot. Moi, franchement, pour répondre par rapport à Mais ça, je suis gentil, je te jure. J'ai pas envie de donner de marque depuis tout à l'heure. On m'a dit, vas-y, mollo. Ouais. Vas-y, tu peux Non, faire je sais là, pas. sur la partie. T'as vu, je c'est ça, c'est la partie freestyle, je crois. Sur la partie- Je la ferai à la fin, la partie freestyle. Vas-y. Non, du coup, pour te répondre, je pense que on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais au niveau de la franchise, forcément, à partir du moment où tu commences à avoir des process et que tu as quelqu'un dans ta boutique qui gère, forcément, tu dors mieux. Un indépendant, on le sait, la restauration, c'est un métier qui est dur. Nous, on le dit quand on est dans nos entretiens à la franchise. Il y a potentiellement de l'argent, mais par contre, il va falloir être dans sa boutique, il va falloir s'en occuper. C'est un vrai métier, la restauration. Et encore plus quand on est en indépendant. Donc, ça veut dire que l'indépendant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il doit être joignable, il ne peut pas se reposer. Et nous, on le voit avec des multifranchisés qui, eux, parce que tu as parlé d'argent tout à l'heure, moi, j'ai des multifranchisés qui, aujourd'hui, tu vois, si on parle en termes de gestion, etc., bah, ils ont réussi à sortir leur famille de la France et ne même plus être ici et mettre des directeurs de site et vraiment tout déléguer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, pour répondre à la question de qui dort le mieux sur ses deux oreilles, quand j'ai des franchisés qui habitent plus en France, je pense que la question, elle est vite répondue. Vas-y. Hein. Lui, il est pas d'accord. Lui, en fait, t'as vu, quand il ferme les yeux, il dit non, c'est de chez nous. Tu vois, vas-y, on verra. Multifranchisé, ça reste des cas rares. Ouais. Et je ne vais pas citer de marque, mais moi, je connais un multifranchisé d'une autre marque et qui m'a dit j'en ai ouvert plusieurs parce que j'arrivais pas à m'en sortir financièrement avec un seul point de vente. Parce que bien évidemment, quand on est là et qu'on dit tu vas me donner 6%, 7% du chiffre d'affaires, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la restauration, il voit 6, 7, il se dit bon, ça va. Si tu convertis ça en pourcentage du bénéfice, pas sûr qu'il signe dans la franchise. Ouais. En plus, c'est du chiffre d'affaires. Hein. Bah, c'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires, en fait. Ok, on y va. Eh, les gars, quand tu lances en indépendant franchisé plutôt, c'est qui décolle le plus vite en chiffre d'affaires? Ça, je pense, on est tous d'accord. Ça dépend. Arrête Non, mais après, frère, moi, tu me demandes à moi. Tu me demandes à moi. Ouais. Moi, mon premier jour, Ouais. j'ai pas eu de. Non, il n'y a pas de contrôle j'ai- fiscal. j'ai pas eu. Tranquille. Non, je vais pas dire de chiffres. D'accord. J'ai pas eu d'inauguration, j'ai rien eu. Bon, après, je suis bien placé. Moi, mon premier Non, jour. mais toi aussi, vous m'avez le ramené lendemain, le gars, quoi, le rond-point du monde. le C'est-à-dire, en fait, lendemain, t'as on n'a les pas pu champs, rouvrir. t'as les Tu vois. champs, t'as l'Arc de Triomphe et t'as quoi? La boule. Dans la restauration, la boule. Le hajak, tu vois, on peut pas dire c'est l'équivalent de. Voilà, mais quand même, c'est the place to be, tu vois. Non, mais franchement, même je connais d'autres indépendants qui sont pas forcément dans des emplacements comme nous. En général, un restaurant à l'ouverture, surtout si il fait un petit peu de com, ne serait-ce que des petits panneaux publicitaires devant le restaurant avant d'ouvrir, en général, à l'ouverture, tu as du monde dans un restaurant. C'est après que ça commence à se calmer. Surtout quand c'est un nouveau concept. Hein, Communiquer. Ouais, Il faut communiquer quand même. tu vas communiquer. En tout cas, moi, pour juste évoquer récemment là, les dernières ouvertures qu'on a pu avoir, etc., en termes des chiffres d'affaires, je suis pas sûr. Après, tu me diras, peut-être que je me trompe. Mais tu vois, par exemple, on a ouvert récemment et sur les 2-3 premiers jours, sans com, parce qu'on a juste ouvert enfin, c'est juste l'enseigne, quoi, sans Uber, sans Deliveroo, quand tu arrives à avoir des boutiques qui font plus de 10 000 euros par jour, je pense qu'un indépendant, il va quand même mettre du temps, malgré qu'il puisse avoir tout le concept qu'il veut ou tout l'emplacement qu'il veut. Il va quand même mettre du temps à les faire sur les 2-3 premiers jours d'ouverture, tu vois. T'as vu, lui, frère, faut le tordre. Non. Mais heureusement, je le vois bientôt sur un autre podcast, celui-là, parce que franchement, je vais me le faire. Non, après ça dépend du concept. Ouais. Mais aujourd'hui, Encore une fois, tu trouves, on va te prendre plein de villes différentes comme ça. Ouais. Dans chaque ville, bon, à l'époque, tu avais, non, c'est devenu des entre guillemets, mais tu avais 129, tu peux avoir à Colombe, à la Garenne c'est-à-dire, Colombe. en fait, T'as Istanbul, à la c'est Garenne pas Colombe. du un jour au point de lendemain. vente local Oui, qui c'est pas est du la jour au ref lendemain. du lieu. Mais il faut viser le long terme. On s'en fout des 3 premiers jours. Ouais. Nous, les 3 premiers jours, on faisait plus que des ouvertures de franchise. Ouais. Et pourtant, on n'avait aucune communication, il n'y avait rien du tout. On avait juste mis une affiche. L'emplacement. Exactement. Ok. Ouais. Sauf si tu vends des chichas et que tu dois te cacher. Mais sinon, c'est l'emplacement. Mais, POV, ça n'avait rien à faire dans le podcast. non, mais sinon... Non, mais si tu arrives à les faire à Nanterre, c'est bien, mais en province, c'est chaud. Si tu prends des indépendants ici qu'on a dans chaque ville, je pense que chacun dans notre ville, on a un grec qui tourne bien, voilà. Il n'y a aucune franchise qui arrive à rivaliser en termes de chiffre d'affaires. Mais il a raison. C'est impossible. On ne voit pas.
Mais Moi, je les vois, les franchises aujourd'hui. Le problème, ça, c'est très quoi parisien, c'est très région parisienne. Mais pourquoi? Parce que la saturation, le nombre de boutiques qui ouvrent, ça rend le produit moins rare qu'il ne l'était. Donc aujourd'hui, les franchises, elles peuvent pas cartonner comme elles cartonnaient au début. Moi, j'ai quelqu'un qui vend du poulet là à côté de chez moi. Il a ouvert, c'était des queues de 200 mètres et tout. Allez, il va en ouvrir plusieurs et après c'est... Allez, on passe à la question suivante ou tu voulais dire un truc, Yanis? Non, c'était juste pour lui répondre par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que forcément, t'es à la boule, t'es à Nanterre. Forcément, si tu fais quelque chose de bon avec une bonne com, tu vas fais même pas bon, tu marches quand même. Ouais, je crois des cotons-tiges, tu marches. Mais... non, je rigole. Mais quand tu arrives à faire ce genre de chiffres en province, et des vraies provinces, c'est que quand même, la marque, elle a quand même fait ses preuves, tu vois. Ouais, après, la province et la région parisienne, c'est différent. La province, il manque encore beaucoup de choses par rapport à ici, saturé. Ici, ça y est, pour moi, c'est très compliqué, la région parisienne, et Paris intramuros, c'est encore pire. Mais en province, ouais, t'arrives, t'es une enseigne, c'est vrai que sur ça, je peux que te rejoindre, je peux que cartonner, et la franchise, du coup, avec les réseaux sociaux, on va dire que les gens, ils sont aux aguets, et ils voient ils voient que ça sur les réseaux sociaux, ça arrive chez eux, ils sont contents. Ça arrive en tant qu'indépendant, c'est différent. Ok, bon, je crois qu'on arrive au terme de nos petites questions rapides. Toi, c'est toi qui gères tes réseaux sociaux? Ouais. Ok. Qui passe plus de temps à gérer en fait toute cette partie communication, réseaux sociaux? Est-ce que c'est le franchisé? Ou est-ce que, selon vous, il n'a aucune communication digitale à faire? Ou est-ce que c'est l'indépendant qui, lui, doit tout prévoir? Encore une fois, ça va être au cas par cas, dans le sens où nous, si aujourd'hui tu nous poses la question, nous, on va gérer toutes les grandes campagnes au national. En plus de ça, on va avoir une agence de com qui va gérer à côté. Et comme je disais tout à l'heure, il faut aussi, pour avoir la bonne recette, que tu aies le franchisé qui fasse le job en local. Mais forcément, quand tu as à faire connaître ta marque, connaître ton concept, etc., tu pars de beaucoup plus loin que quand tu as une franchise qui te mâche le travail, qui t'envoie des visuels, qui te crée ta page Instagram, qui te crée tout, qui te donne les accès et qui te dit, bon, écoute, là, tu as les visuels, tu as l'agence de com en support. Et au final, si tu arrives à bien déléguer, tu mets une community manager. Et nous, on a beaucoup de franchisés qui utilisent ce système-là. Ils mettent une community manager en alternance ou quoi. Ça leur coûte pas forcément si cher que ça. Et ça, comme il s'en occupe presque pas, quoi. Quand il a une idée, il la balance et puis voilà. Et toi, de ton côté, communication, comment tu fais? Non, moi, la com, c'est... En plus, nous, on est sur un truc un petit peu décalé, pas sur le Snapchat, tout ça. C'est vraiment pour rigoler qu'on fait ça. Mais on en revient tout à l'heure à l'emplacement, tout ça. Je pense pas avoir besoin de beaucoup de com comparé à d'autres endroits. À partir du moment où le service se passe bien et que la qualité ne bouge pas, les gens y reviennent. Okay. Voilà, chez nous, c'est un petit peu comme une cantine. On a des gens qui viennent du lundi au vendredi, ce qui n'est pas forcément possible dans des commerces où c'est du monoproduit. Je pense que peut-être que c'est le cas chez vous, mais quelqu'un qui vient manger un sandwich tous les jours, c'est assez rare. Nous, on varie un petit peu. Et après, ça dépend aussi de la clientèle que tu vises. Moi, ma clientèle, c'est pas forcément la même clientèle que eux ou que la même clientèle que des gens qui vendent des tacos. Les gars, je crois que le clash, on l'a pas trop terminé avec vous. Là, je suis encore resté sur mon entrée et j'ai pas mal de questions qui restent. Mais je crois que j'ai un truc à vous proposer. Ça vous dit, on refait le podcast la suite VS indépendant franchiseur lors du salon Street Food qui aura lieu le 11 et 12 octobre prochain? Sur le salon? Sur le salon. T'es chaud, toi? Mais tu nous donnes... Ouais, le problème, c'est que je suis recherché là-bas. tu peux venir à ton avis ou pas? Il y a trop de franchiseurs qui sont pas honnêtes, j'espère qu'ils seront pas là. Mais t'inquiète, j'ai un badge de Ramsey, il peut un laisser-passer VIP. Et deux gardes du corps. Allez les gars, on se retrouve lors du salon Street Food qui aura lieu le 11 et 12 octobre prochain pour continuer un petit peu ces échanges. Merci à vous d'avoir participé à ce duel, à cette vision... Et cette confrontation sur les regards dans la restauration, on le sait, c'est aussi pour donner de la valeur à nos entrepreneurs qui parfois se posent beaucoup de questions. Je vous remercie d'avoir en fait répondu en toute honnêteté et en toute clarté parce que c'est aussi hyper important. C'est la confiance qu'on donne vis-à-vis des gens. Et toi, je crois que tu es placé pour le savoir. Beaucoup finalement parlent, mais peu sont très honnêtes dans ce qu'ils disent. En tout cas, merci à vous. Je rappelle Yanis de Chicken Street et Petit du Food Court de Nanterre d'avoir participé à ce podcast. Et rendez-vous donc 11-12 octobre pour la suite de cet épisode. Merci à vous deux. Merci à toi.